Et je vais tout de suite appeler à la tribune Pierre-Gilles Guéguin, qui va ponctuer cette séquence avec le titre « Surprise de l'inconscient en passé par le déchiffrage ». Nous t'écoutons. C'est à bon droit qu'on peut dire que l'inconscient interprète. Comme Jacques-Alain Miller l'énonçait en 1995 lors des journées de l'ECF. Il engageait par là les psychanalystes à se remettre dans les rails de la découverte de Freud, qui se guidait non pas sur un savoir déjà acquis, mais sur ce qu'il découvrait de nouveau dans les ratages des paroles de ses analysants, avant même qu'elles soient formalisées par lui sous le nom de formation de l'inconscient. Pour l'analysant, qui, sous transfert, se livre à l'expérience analytique, c'est-à-dire va à la rencontre du réel, le fait qu'il croit à l'inconscient, qu'il s'intéresse au sien, entre guillemets, produit des effets de surprise qu'on peut aussi appeler des effets de vérité. Et c'est toujours dans les failles, dans les ratages, dans les équivoques que le registre mystérieux de l'inconscient se donne à saisir. Alors, la surprise vient-elle sous la forme d'un savoir à proprement parler? Pas vraiment, me semble-t-il. C'est dans l'expérience concrète de l'analyse que nous découvrons soudain que nous ne sommes pas identiques à ce que nous avions cru être, que nous pouvons être autres à nous-mêmes par rapport à ce que nous étions le temps d'avant. On découvre que parler sous transfert a des effets. La nature du langage fait qu'à peine ouvert, l'inconscient se referme et le sens reprend. Mais un sens différent de celui qu'il avait et qui était là avant l'ouverture. Il y a eu quelque chose de disruptif, comme le mot vient tout à fait à la mode en France maintenant, importé donc des États-Unis. D'où l'idée que l'analyse permet de mettre à jour, l'idée approximative que l'analyse permet de mettre à jour un savoir inconscient ou un inconscient de savoir. Cette idée s'exprime encore souvent par l'allégation fort maladroite qu'une analyse permet de se comprendre. Il ne s'agit pas de comprendre, avertit Lacan, ni du côté de l'analysant, et encore moins du côté de l'analyste. Pas de dialogue, commentait à son tour Jacques-Alain Miller. Et pourtant, au fil des séances, l'analysant considérera que son analyse avance ou qu'elle n'avance pas du moins comme il le souhaiterait, ce qui veut dire, dans les deux cas, que l'analyse pour lui viserait un état idéal de normalité à atteindre. Eh bien, précisément, grâce à l'analyse, il se détachera progressivement de cet idéal de normalisation et consentira à se laisser être. C'est là la satisfaction de la fin. On fait encore une confusion si on croit que l'inconscient veut dire quelque chose, car au-delà de vouloir dire, l'inconscient témoigne d'un vouloir jouir pulsionnel qu'il s'agit de laisser advenir, de laisser se faufiler à travers les mots, passer, comme le dit Lacan, par les défilés du signifiant. L'inconscient, en effet, est d'abord ce X que nous appelons le réel, qui dérange, bouscule,
assouplit les identifications les plus solidement établies d'un sujet dont la jouissance, y compris la jouissance symptomatique et dont il souffre, est appareillée par le langage. L'inconscient, on peut le comparer à une boule dans un jeu de quilles, même à un chien dans un jeu de quilles. L'inconscient, mobilisé par l'amour de transfert, permet ces ébranlements identificatoires de la prise dans le langage. L'inconscient réel n'est pas à comprendre, il est ce trou, ce volcan qu'on peut approcher sans qu'on y disparaisse par la grâce de l'amour de transfert et qui permet le remaniement du carcan des identifications moïques et des programmes de jouissance tels qu'ils s'étaient inscrits sur le corps. Ces identifications viennent de l'autre. Elles sont le fruit de contingences, au cours desquelles les mots qui blessent, selon une expression qui est maintenant d'un usage courant parmi nous, dû à Jacques-Alain Miller, ces mots qui blessent ont marqué notre corps, ont constitué des événements de corps. Ce sont ces marques qu'une analyse remanie, voire peut-être dissout, pour appareiller autrement la jouissance des corps dans le langage. C'est pourquoi c'est à tort qu'on s'étonnera que la séquence que nous venons d'entendre ait présenté un cas de psychose et un cas de névrose. Car on croit souvent, quand on donne à l'inconscient la valeur d'un savoir refoulé, que le psychotique, lui, n'aurait pas d'inconscient. Rien n'est plus faux. Quiconque est parasité par le langage a, entre guillemets, un inconscient, c'est-à-dire a affaire au fait qu'au creux du langage qui a ses lois et qui est ductile à la jouissance, il y a une zone sans loi, dans laquelle la jouissance n'est pas appareillée, ce qu'on appelle le trou, où elle est en quelque sorte à l'état libre. Cette zone est de l'autre du langage, elle est dans l'autre du langage, mais elle peut, à l'occasion, en prendre congé. Voyez le président Schreiber et son effort gigantesque pour ordonner, pour interpréter sa jouissance invasive. Souvenez-vous comment il construit et aménage un néo-autre complexe, parfois méchant, mais qui lui permet aussi de s'éprouver comme vivant dans son fantasme de féminisation. Il interprète, il déchiffre, il resserre imaginaire et symbolique autour de la zone centrale de l'inconscient réel. C'est une propriété du langage que de permettre de nommer la jouissance innommable, car, et je cite, « la langue fondamentale, comme s'exprime Schreiber, dénude un mécanisme commun à toute psychose, l'établissement d'un usage particulier de la langue pour cerner la jouissance. C'est ce qui s'aborde dans la clinique freudienne comme reconstruction du monde par le sujet psychotique. » Vous avez peut-être reconnu cette citation d'un article déjà ancien d'Éric Laurent sur le traitement psychanalytique des psychoses qui figure dans les feuillets du Courtil numéro 21. Lacan ira plus loin. Il montrera, à partir de l'effort de Joyce, qui, comme Schreiber, était désabonné de l'inconscient transférentiel, comment la sublimation, qui mobilise elle aussi l'imaginaire et le symbolique, permet, en construisant un ego particulier, le fameux escabeau, de se défendre contre le réel, dans le cas de Joyce, l'absence ou le lâchage de l'image de son corps. C'est-à-dire que s'il n'est pas possible d'éliminer l'inconscient, soit le trou que le langage creuse dans le corps, il existe différentes façons, imaginaires,
symbolique et réel de s'en accommoder et de border ce trou par le biais du symptôme. Mais pas possible de le faire sans passer par le langage, donc sans passer par le chiffrage et le déchiffrage de la jouissance. Ce déchiffrage est à la charge de l'analysant. L'analyste y contribue essentiellement par la ponctuation des dires de l'analysant, c'est-à-dire par l'introduction calculée de l'édition du texte analysant, soit par une lecture des signifiants. Une lecture qui introduit de l'équivoque là où les identifications imposaient l'identité à soi-même. Merci. Merci Pierre-Gilles Guéguin. Merci.